Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto autour de Flutter et ce tuto ça va être autour de l'installation de Flutter. Alors vous vous dites bah normalement il faut faire juste suivant, mais pas tout à fait dans un cas assez précis, c'est-à-dire pour les Raspberry Pi ou d'une manière générale les processeurs ARM sur Linux. Donc si on regarde, à l'heure actuelle j'ai un Raspberry Pi 400, donc c'est celui qui est livré avec un clavier, et on va justement essayer de suivre le tutoriel et voir que ça ne marche pas tout à fait. Alors d'une part, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement je suis allé sur le site de Flutter que vous voyez juste ici, et ensuite une fois que j'ai téléchargé le SDK, et ensuite je l'ai extrait, donc j'en suis à cette étape-là, et là normalement dans mon pass j'ai bien la commande Flutter qui est disponible. Donc voilà, si je le fais, vous voyez elle existe bien. Et on voit qu'on ne peut pas exécuter Dart parce qu'il y a une erreur. Et dans l'archive qui est donnée ici, ça inclut non seulement Flutter, mais aussi Dart, sauf que ça inclut un Dart pour les processeurs x86. Or, le Raspberry Pi, c'est un processeur ARM. Donc on va voir comment corriger cela, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. En allant sur le site de Dart, vous voyez ici qu'on est accueilli sur une page qui nous explique qu'on peut donc télécharger pour Linux des versions de Dart. Sauf qu'ici, ça ne parle que de AMD 64 et non pas d'ARM 64. Donc c'est-à-dire que ici, lorsqu'on va télécharger Dart depuis cette page d'accueil, ce n'est absolument pas fait pour le Raspberry Pi. Mais il existe une autre page qui s'appelle les archives, et dans ces archives, vous voyez ici, on a par exemple la version stable, donc la 2.18.1, et ici, tout simplement, on voit que sur Linux, on a non seulement la possibilité d'avoir x64 et 32 bits, mais également pour les processeurs ARM. En l'occurrence, nous, c'est un ARM 64 pour le Raspberry Pi. Donc on va télécharger ce SDK. Une fois que c'est fait, on extrait l'archive, ce que je viens de faire, et donc ici, on a un dossier qui s'appelle Dart SDK, dans lequel je vais retrouver l'ensemble du SDK Dart. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est là où on a extrait l'archive de Flutter, vu qu'il inclut un Dart mais pas le bon, il va tout simplement falloir le remplacer. Et donc pour cela, ça se situe dans le dossier bin, cache, et vous voyez, il y a un Dart SDK. Donc qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je le supprime, et ensuite, je vais pouvoir lui redonner ici directement le SDK que j'avais extrait. Maintenant, si j'aurais essayé de rentrer exactement la même commande, vous allez voir qu'elle va se mettre à fonctionner. Et donc c'est pour ça que maintenant, voilà, tout va fonctionner. Donc on peut lancer à peu près toutes les commandes que l'on veut. Voilà, l'idée c'est que si vous avez l'erreur que je vous ai montrée juste en haut, c'est tout simplement ici erreur de binaire à ce niveau-là. Dans ce cas-là, ça veut simplement dire que tout simplement c'est pas le bon SDK qui a été intégré. Alors là-dessus, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que je vous fais ce tuto? Parce que ça paraît un peu bizarre d'une manière générale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est par exemple quand vous développez une application pour Android et iOS, potentiellement vous êtes sur un processeur Intel, et pourtant vous allez builder pour de l'ARM. Ça s'appelle de la cross-compilation, c'est-à-dire je suis sur un tel type de processeur et je vais le compiler pour un autre. Et ce qu'on pourrait se dire également, c'est que lorsque je suis sur Linux, si j'ai un processeur x86, je peux aussi builder pour ARM. Et bien en réalité, non, il n'y a pas ce mécanisme de cross-compilation. Donc ça veut dire que si vous voulez builder pour de l'ARM sur Linux, il vous faut forcément une machine ARM. Donc là, en l'occurrence, le plus simple, c'est un Raspberry Pi parce que ça coûte pas très cher, mais c'est pour ça qu'il faut faire toutes ces manipulations. Et d'ailleurs, aussi, on n'a pas de la cross-compilation entre Mac et Linux. Donc vous voyez, ça fait finalement plein de si. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire tout ça? L'idée qu'il y a réellement derrière tout ça, c'est qu'il existe aujourd'hui des téléphones qui tournent sur Linux. Alors Android est un Linux, mais c'est Android. On a ici des téléphones qui tournent exclusivement sur Linux, donc c'est le cas ici du PinePhone, et vous voyez, il y a une application Flutter. Alors l'idée, c'est que comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette application Flutter, on le verra dans un autre tutoriel, mais ici, c'est la première étape. Donc c'est-à-dire que l'on va utiliser le Raspberry Pi pour builder une application Flutter, et ensuite cette application Flutter, on viendra l'installer sur le téléphone. Donc dans l'idée, c'est maintenant on va essayer de générer une application, en l'occurrence ça va fonctionner, mais on va voir également comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour en faire une belle application desktop. Pour cela, je vais tout simplement créer un nouveau projet dans lequel je vais l'appeler DevCafé, alors vous verrez que ça va nous être utile ensuite de savoir quel est ce nom. Donc là ici, il me récupère toutes les dépendances, et il ne me reste plus qu'à lancer la commande pour justement lancer ce fameux projet, et vous allez voir donc que Dart et Flutter sont bien compatibles avec Linux ARM64. Et vous voyez ici, et on y reviendra un peu plus tard dessus, mais que Flutter en fait dépend de GTK. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement quand vous installez une application Flutter, GTK est une dépendance obligatoire pour que ça puisse fonctionner.
Voilà, ça vient enfin de terminer, c'est vraiment pas rapide, mais bon, en l'occurrence, vous voyez ici, j'ai l'application, et comme on en a l'habitude, vous voyez, j'ai bien la possibilité d'incrémenter le compteur sans aucun problème. On va temporairement mettre de côté le Raspberry pour repasser sur une application macOS, parce que c'est là où j'ai un peu plus l'habitude de le faire, mais en l'occurrence, le code que j'écris va totalement fonctionner sur le Raspberry. On est de retour sur macOS et on va regarder quelques dépendances que vous pouvez utiliser pour les applications desktop. On va regarder dans un premier temps la dépendance qui s'appelle Handy Window et qui va permettre d'arrondir les bords comme vous voyez ici, mais ça ne fonctionne que sur Linux. Donc là ici, vu que je suis sur macOS, eh bien, on ne va pas le voir, mais si vous l'activez, ça va permettre en effet d'avoir les bords arrondis, sachant que vous n'avez pas grand chose à faire, c'est juste 2-3 lignes à changer dans le fichier qui s'appelle linux/myapplication. Ça c'est la première dépendance. La seconde, elle s'appelle Window Manager, et elle va fonctionner sur tous les systèmes d'exploitation desktop, à savoir Linux, Windows et Mac, et ça va permettre de gérer comment s'affiche la fenêtre. Alors vous voyez ici, elle est dans un certain état. Alors comment est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement copié-collé ce qui était indiqué ici, vous voyez, dans la partie pour commencer l'application. Donc d'une manière générale, ici on indique que voilà, la fenêtre fait telle taille, elle est centrée au milieu de l'écran. Alors à la limite, je vais redémarrer pour bien que vous voyez que ça se met voilà, en plein milieu de l'écran. Ça a une certaine taille, et on a un certain nombre d'autres éléments. Donc vous voyez ici que ensuite on a tout un tas d'API à disposition, donc on va pas nécessairement toutes les voir ensemble. Donc je vais vous mettre l'autocomplétion pour que vous puissiez voir, mais d'une manière générale, voilà, on peut des sets quelque chose, il en existe tout un tas, donc on peut modifier le ratio, on peut modifier, voilà, est-ce qu'il y a des ombres, est-ce qu'on peut modifier la taille minimum, maximum, etc., etc. Donc vous voyez, il y a énormément de possibilités. Donc ça va fonctionner, quel que soit le système d'exploitation. Donc là, par exemple, ce que je m'amuse à faire, c'est changer le brightness, donc le fait que ce soit light ou dark. Donc là, vous voyez ici, par exemple, j'ai le titre qui est clair. Donc si toutefois je le bascule en dark et que j'appuie, vous voyez, hop, ici ça passe en mode foncé. Bon, c'était juste un exemple comme ça parmi d'autres, mais voilà, vous avez cette possibilité-là qui s'appelle donc Window Manager. Et là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est finalement une application matérielle qui s'affiche. Sauf que sur Linux, eh bien, comme sur macOS ou sur Windows, il y a aussi des thèmes, et là-dessus, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous avez le thème qui s'appelle Yaru, et qui est en réalité le thème d'Ubuntu. Donc là-dessus, c'est assez simple à mettre en œuvre. Vous avez tout simplement à modifier votre Material App pour lui ajouter au-dessus le thème, et ensuite, dans la Material App, on lui donne les deux infos, donc je l'applique et vous allez voir ce que ça va donner. Donc j'ai copié-collé, et si on regarde désormais, vous voyez par exemple que maintenant le bouton, il ressemble bien au bouton qu'il y a sur Ubuntu, et pareil, le mode sombre a été légèrement changé. Donc là-dessus, soit vous vous amusez à changer un peu tous les composants à droite à gauche, soit tout simplement vous avez la possibilité d'avoir un site internet qui vous montre en fait toutes les capacités possibles. Donc voilà, vous avez par exemple un bouton, des choses comme ça. En réalité, c'est très simple à mettre en œuvre parce que vous allez utiliser les boutons matériels et automatiquement, ils vont utiliser le bon format. Donc si je rajoute un Elevated Button, vous allez voir qu'il va bien prendre le style Yaru. Donc ça, c'est si vous voulez utiliser le thème qu'il y a avec Ubuntu. Si vous voulez ensuite le thème de GNOME, il s'appelle Adwaita. Et en réalité, vous n'avez pas une, mais deux bibliothèques. Donc la première, elle s'appelle Adwaita tout court. Et elle vous permet d'avoir le thème, donc de récupérer tout ce qui est couleur. Mais si vous voulez les composants graphiques qui viennent avec Adwaita, il faut utiliser libadwaita, et auquel cas vous allez retrouver un certain nombre de composants, par exemple une search bar, etc., etc. Ici, je viens de prendre le code d'exemple qui est fourni pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, ça s'est bien adapté au thème, mais cette fois-ci de GTK et de GNOME, sachant que, par exemple, ici, ça gère bien le mode sombre et le mode clair. Si on regarde un peu plus dans le code, qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? Simplement dans la Material App, maintenant j'ai changé le thème que je lui donne et tout fonctionne exactement pareil. Ensuite, pour ce qui est du contenu, typiquement des boutons qui sont juste ici, en réalité c'est exactement comme tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'utiliser des composants spécifiques. On peut utiliser, en l'occurrence ici, c'est un text button, voilà que vous voyez juste ici, et il va bien s'afficher comme on le souhaite. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo où l'objectif initial c'était de faire tourner ça sur un Raspberry Pi. Ça va nous servir pour un tuto qui va arriver juste ensuite pour arriver à faire fonctionner une application Linux sur un téléphone Linux. Pour ce qui est ensuite de la partie desktop, eh bien, comme vous l'avez vu, il existe plein de bibliothèques à disposition, à vous de faire votre choix. Bien évidemment, tous les liens sont en description.
Et ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense qu'on a fait rapidement le tour de tout ce qu'il fallait connaître. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore le cas. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, notamment pour voir comment va fonctionner ce fameux smartphone. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée.